Tous. Ah, c'est bon. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Bonjour. 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 De bon matin. From now on, whenever they make a trade, you make the same trade. On attend quelques minutes que tout le monde puisse se connecter avant de démarrer. Bonjour de bon matin. Bonjour tout le monde. Alors, en attendant que tout le monde arrive, pensez bien à couper vos micros. Si vous ne l'avez pas fait, sachez qu'on vous entend. Donc, ça peut être gênant un peu pour tout le monde. Hein. Donc, pensez bien à couper vos micros. En dehors, bien sûr, des moments où vous voulez intervenir. Gymnastique à faire, mais sinon, il y a trop de bruit parasite et on s'entend mal. Alors que sinon, si chacun gère son micro, ça se passe très bien. Bonjour. Je peux redonner l'astuce du micro, c'est le laisser désactiver, appuyer sur la barre d'espace quand vous parlez. Et comme ça, quand vous lâchez la barre d'espace, il se coupe automatiquement. Parfait, merci beaucoup. Ce qui fonctionne sur Windows. Ouais. Bonjour. Je peux redonner. Bonjour. Pour ceux qui nous rejoignent, on attend quelques minutes que tout le monde soit là. Bonjour. Pensez bien à couper vos micros si vous n'intervenez pas. Bonjour à tous. Alors, on patiente un petit peu encore puisque le nombre de personnes qui se connectent augmente sans arrêt. Pour la petite histoire, actuellement, il y a plus de 200 personnes connectées. Je crois pas, même je suis sûr, que dans l'histoire de l'EFPP, donc depuis 20 ans, c'est la première fois qu'on réussit à connecter autant de monde en même temps, en tout cas. Félicitations. Merci. Il y en a 51. Je dois vous avouer que Stéphane, qui est un peu en charge de toute la partie technique, était un peu stressé ce matin, mais là, ça va mieux. Ça va. Bonjour. Du coup, pas d'angoisse à l'horizon.
Au pire, il entre les bonnes mains. Que On a remis en route les ateliers cas d'école. Donc il y a d'ores et déjà 2 dates sont présentées. Le, voilà. Stéphane, tu me rappelles les dates? Pardon? Le 9 mai et le 16 mai, avec la possibilité de réserver sur la plateforme, Sur le site internet, sur le site. il y a des places qui sont en ligne, vous pouvez la commander et l'acheter directement via le site. Voilà. Le mail c'est cadécole@efpp.pro pour toutes les questions. Hein, voilà, donc cas d'école, hein, vous en avez entendu parler, hein, ce sont des ateliers que le FPP vous propose pour vous mettre en situation Le 16 mai, et vous entraîner à la pratique de la psychothérapie. sur la plateforme, Sur le site internet, sur le site. il y a des places qui sont en ligne, On vous entend, hein? Par contre, une petite question, c'est les stages, ils commencent l'année prochaine, enfin, cette année. Non, non, non. Dès cette année, là, Dès qu'on peut, on fait. Pardon? Dès qu'on peut, dès qu'on a un stage, on peut le faire, quoi. Voilà. Alors, les deux prochains sont encore à distance, malheureusement. J'espère que c'est les derniers. Et dès que c'est possible, on reprend le présentiel. D'ailleurs, aussi bien pour les stages cas d'école que pour les regroupements. Là aussi, j'espère que celui-là, c'est le dernier uniquement en visio et que le suivant, on pourra le faire en présentiel. Si tout va bien, j'espère, avant l'été. Ouais, la petite ouais. Malheureusement, on est tributaire de la faculté puisque on a un partenariat avec eux et que on loue un amphithéâtre pour ça. Voilà, donc ben, ça dépend de la suite des événements sanitaires. D'accord. Et dès que c'est possible, organisable, etc., on vous tient au courant, bien sûr. Merci. Donc, bienvenue au regroupement. Audrey et moi faisons une première intervention et puis ensuite ça va dérouler. Donc, le thème général de la journée, c'est l'angoisse. Le problème avec cette thématique, c'est que c'est un peu difficile à appréhender dans la mesure où ça peut être à la fois normal et pathologique. Et d'ailleurs, la distinction entre les deux, entre le normal et pathologique, est parfois difficile à appréhender, d'autant plus que le seuil de tolérance des individus est très variable. Il y a des gens qui vivent avec un niveau d'angoisse très élevé, qui sont habitués, et puis il y en a d'autres qui sont pas du tout dans ce cas-là, et pour lesquels, lorsqu'il y a une petite augmentation, c'est tout de suite très invalidant pour eux. Donc il semble qu'il y ait une accoutumance en fait à, à l'angoisse. Parmi les critères de normalité, on peut citer 2 choses. D'une part, le fait que euh, chacun de nous vient au monde avec un quantum d'angoisse. Celui-là, il est normal. Et c'est vrai, quel que soit le type de pathologie qu'on puisse envisager, que ce soit névrose, psychose ou perversion, en effet, tout le monde, au minimum,
est concerné par l'angoisse de mort. À des degrés divers là aussi, mais malgré tout, mis à part les individus suicidaires, et encore on pourrait en discuter, tout le monde tient à préserver sa vie. Le deuxième niveau, je dirais, normal, il est lié au, au qualificatif de névrotique, en fait. Hein. C'est-à-dire que la névrose comprend un certain nombre de choses, ne serait-ce que le surmoi, la culpabilité, le refoulement et donc l'angoisse. Donc, à partir du moment où l'enfant accède à un statut d'adolescent, voire même d'adulte, ce niveau d'angoisse est obligatoire et associé définitivement au statut névrotique. Pour autant, il existe aussi un niveau pathologique, c'est celui qu'on retrouve tous les jours dans nos cabinets et qui fait l'essentiel des demandes des patients. Concernant ce niveau d'angoisse pathologique, je pense qu'on peut retenir deux critères qui lui sont associés. C'est le cadre et l'environnement. L'angoisse semble inversement proportionnelle à la contrainte du cadre. C'est-à-dire, plus le cadre est contraignant, plus l'angoisse diminue. Et également inversement proportionnelle à la nocivité de l'environnement. C'est-à-dire que plus l'environnement est nocif, plus l'angoisse diminue. Alors certes, si j'ose dire, au profit du stress, mais il faut distinguer le stress et l'angoisse. Chacun de nous tente en permanence de transformer son angoisse en stress. Ce qui semble signifier que le stress est plus facilement acceptable que l'angoisse. Notamment pour une raison, là encore, toute simple et liée à la névrose, c'est que l'angoisse est culpabilisante, le stress non. Est-ce que c'est parce qu'on arrive à identifier la source de stress? On peut dire, je suis stressé à cause de mon boulot, mais l'angoisse, on ne sait pas. Du coup, le sujet n'a pas le contrôle. Est-ce que c'est pour ça que le stress va l'emporter niveau confort sur le sujet? Tout à fait, tout à fait. Hein. Toute la démarche du névrosé, normal ou pathologique d'ailleurs, consiste à projeter en permanence sur l'extérieur, au moins l'extérieur du psychisme, hein, donc ça peut être le corps, ça s'appelle la maladie psychosomatique, ou sinon toute autre chose dans l'environnement, mais en tout cas la démarche consiste toujours à projeter à l'extérieur les raisons de cette angoisse et de ce fait à transformer ce mal-être en stress. En psychologie clinique, on parle de projection, hein, comme tu viens de dire, Hervé. En psychologie sociale, on parle d'attribution. L'attribution externe et l'attribution interne. C'est-à-dire que la cause d'une douleur que je ressens ou d'un échec que je perçois, je lui attribue quelque chose d'extérieur à moi, c'est-à-dire que cette cause est extérieure à moi. Alors c'est en particulier, on le voit face à l'échec, au sentiment d'échec. Admettons un étudiant qui échoue à un examen, il fait une attribution externe lorsqu'il dit ils nous ont interrogés sur un sujet qu'ils nous avaient dit que pourtant ils ne seraient pas à l'examen. Donc c'est de leur faute, ou alors ce prof de toute façon il met toujours des mauvaises notes, c'est la faute du prof. Alors qu'une attribution interne serait je n'ai pas assez révisé. Et là, l'attribution interne est culpabilisante. Hein. Donc là, on n'est pas dans le cadre de la projection.
l'attribution est internalisée et donc elle est culpabilisante. Donc c'est exactement la même chose que ce que Hervé vient de décrire, sauf qu'en psychologie sociale, on a ce vocabulaire-là pour présenter exactement le même phénomène. Ou bien les gens qui ratent le permis, c'est jamais parce qu'ils ont mal conduit, si vous faites bien attention. Ils trouvent toujours un truc, les examinateurs. Ils disent non, mais il y a de la pluie. Oui, mais justement, le rôle de l'attribution externe, c'est justement pour se déculpabiliser, hein, et c'est justement pour conserver une bonne estime de soi. Ça n'est pas de ma faute. Hein, donc c'est ce qui vient préserver l'estime de soi, l'attribution externe. Bonjour Audrey, bonjour Hervé. Oui, bonjour. Une petite question, merci. À l'inverse, c'est-à-dire une personne qui se culpabilise énormément et qui pense que tout ce qui arrive est de sa faute. Donc en effet, que ce soit pour un examen, un devoir, le permis de conduire ou plein d'autres choses, plein d'événements qui se passent dans sa vie, c'est de sa faute. Comment ça se passe? Là, on est clairement dans un niveau d'angoisse significatif d'une névrose pathologique. D'accord. Merci. On est justement dans alors, ce qu'on appelle l'attribution interne en psychologie sociale, et clairement en psychologie clinique, c'est le surmoi qui vient écraser finalement le ça, la morale, l'interdit, le jugement, qui vient écraser notre principe de plaisir, voilà, ce qui est important à l'intérieur de nous, mais sans les limites de la réalité ou de la morale. Et donc, effectivement, là, c'est structurel hein, d'une névrose, ce fonctionnement-là, avec la culpabilité qui domine et qui révèle un surmoi surefficient par rapport à un ça. Quel travail vous allez avoir en tant que thérapeute? Alors, en tant que thérapeute, et dans ce cas-là, la finalité de la démarche consiste uniquement, j'ai envie de dire, à alléger le surmoi. C'est la pierre angulaire de toute la thérapie. On peut s'y prendre de différentes manières avec différents outils thérapeutiques, mais la finalité est toujours la même. Dans le cadre de la névrose, et il n'y a que celui-là qui, entre guillemets, nous intéresse, puisque en cabinet, on a très peu l'occasion de croiser des psychotiques ou des pervers. Donc, dans le cadre de la névrose, l'objectif, c'est d'assouplir ce surmoi, ce qui peut se traduire de différentes manières, hein, notamment par le fait de s'accepter tel que l'on est, ce qui veut dire exactement la même chose. Tout va dépendre de la méthode hein, qu'on utilise. Hein. Alors là, il y en a plusieurs centaines en psychothérapie. Donc, si on a une approche psychanalytique hein, par la méthode de l'association libre, on va aller accéder et creuser ce qui se passe dans l'inconscient et en particulier dans le ça, et peut-être un peu le mettre un peu plus en lumière, que la personne accepte un peu plus cette partie-là d'elle-même et qu'elle arrive à rééquilibrer peut-être hein, son ça et son surmoi. Bon, par l'analyse, par la conscientisation, par la catharsis, toutes ces méthodes-là qu'on trouve en psychanalyse. Après, il y a d'autres méthodes aussi qui existent. J'affectionne tout particulièrement la thérapie par le rire, qui est une méthode de thérapie très sérieuse, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais voilà, qui apprend à rire et qui démontre que le rire génère du bien-être psychologique. On a tendance à penser que c'est le contraire, c'est quand on est bien psychologiquement que l'on va rire, et pourtant l'inverse est démontré également. Et donc par le rire, voilà, on apprend un petit peu à assouplir un peu les éléments qui sont peut-être un peu rigides dans notre manière de procéder. On apprend aussi l'autodérision, hein, l'humour est un mécanisme de défense qui est quand même très efficace pour dédramatiser des sujets qui pourraient être lourds pour nous. Ensuite, il y a les méthodes des thérapies brèves, hein, des TCC, qui vont
poser des exercices aux patients à faire pour s'entraîner à modifier ses cognitions ou ses comportements, donc c'est-à-dire modifier sa manière de percevoir les choses ou sa manière de se comporter, et cela par tout un tas d'exercices pour s'entraîner à une habitude qui n'est pas la sienne. Voilà, donc comment on procède en thérapie, tout va dépendre de la méthode que nous avons en fonction de nos compétences, clairement, de nos compétences respectives. Bonjour. Merci Audrey. Oui, allez-y. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais revenir aux origines de l'angoisse. Vous aviez évoqué, Monsieur Madet, le prototype de l'angoisse lié à la naissance. Et j'aimerais savoir si on peut situer l'angoisse au niveau d'une instance en particulier dans la construction. Je pense que à propos du type d'angoisse dont on parle, c'est-à-dire celle qui est quasiment innée, c'est pulsionnel. Donc le ça. Ça appartient au ça. C'est-à-dire que tout être humain qui viendrait au monde sans angoisse serait très en danger. Et c'est l'angoisse qui le pousse à préserver un certain nombre de choses qui lui sont vitales. Donc on est bien d'accord que si on n'avait pas cette angoisse initiale, on ne peut pas survivre quelque part, on ne peut pas se défendre. Donc ensuite vous aviez en introduction, enfin dès le départ, vous avez parlé de la nocivité et du cadre qui permet de passer au stress finalement. Est-ce qu'on les considère comme des dérivations systémiques auxquelles on adhère finalement? Est-ce que c'est un processus qui est volontaire de notre part, inconsciemment, mais est-ce que c'est notre démarche de passer de l'angoisse au stress en se basant sur l'extérieur, ou est-ce que c'est l'extérieur qui fait ça chez nous? Vous voyez le mouvement que je cherche à comprendre, la dynamique? Alors, c'est un petit peu compliqué d'associer volontaire et inconscient, mais en même temps, oui, c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est vraiment une démarche de l'individu d'essayer de trouver à l'extérieur la bonne raison pour transformer son angoisse en stress. Je le répète à chaque fois, mais on peut le reciter. C'est donc les maladies psychosomatiques, c'est les phobies, c'est la projection, etc. quoi. Tout concourt tout le temps à projeter à l'extérieur les raisons de cette angoisse, à trouver une bonne raison extérieure à ce mal-être, et non pas à se cantonner sur un ressenti intérieur qui est très déstabilisant et qui devient angoissant lui-même en fait. C'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que ne pas trouver de cause extérieure, c'est forcément se résoudre à se dire c'est de ma faute. D'accord. Et ce processus-là, et après je laisse la parole, ce processus-là nécessite forcément l'intégration de l'altérité, de la représentation, de la symbolisation. Si on n'a pas ces processus-là, on ne peut pas passer une angoisse à l'extérieur. Et on est dans la psychose. L'altérité, oui. Pour le reste, pas forcément. Si on prend le cas de la psychose, le symbolisme est très peu présent. Ça n'empêche pas de pouvoir projeter. Ah, il me semblait que ce que venait de dire Audrey sur l'attribution nécessitait une représentation, du coup. Non, pas forcément. Je n'avais pas compris ça, moi. Non, mais j'ai mal compris, alors. On est toujours d'accord, donc n'essayez pas, ça ne marchera pas. Merci beaucoup. Bonjour à vous, j'aurais une question, s'il vous plaît, si c'est possible. Juste un petit instant. Pour terminer sur ce sujet, prenons le cas de la psychose paranoïaque, qui est centrée totalement sur la projection. Donc la projection peut très bien se faire
sur l'autre, donc sur l'extérieur, même si on a très peu accès au symbolisme. Laure? Oui, bonjour, merci. Bonjour. Du coup, là, dans ce qu'on est en train de dire, il y a une question qui me vient. Le sujet qui est très très angoissé tente donc de projeter son angoisse sur l'extérieur, et je me demandais avec la phobie sociale, ceux qui n'arrivent pas à sortir de chez eux, voilà, enfin c'est comme ça que ça s'appelle, il me semble. Est-ce qu'ils projettent leur angoisse sur les autres à dire je ne peux pas sortir parce que l'extérieur est hostile, ou est-ce qu'ils le projettent sur eux en disant je ne suis pas capable d'affronter l'extérieur? Elle se situe où l'angoisse là? Est-ce qu'ils sont en projection vers l'extérieur avec une attribution d'une cause externe, ou est-ce que c'est une cause interne en disant je ne suis pas capable? Enfin, l'angoisse c'est toujours je ne suis pas capable, ou est-ce que je suis capable? Mais là, enfin, est-ce que vous comprenez ma question? Oui. Merci. Alors, la personne a conscience de son incapacité à sortir. Hein, ça, c'est pas, elle est pas dans le déni par rapport à ça. Par contre, il y a un petit côté quand même paranoïaque, donc projectif également, parce que le fait de ressentir un danger permanent à l'extérieur, c'est de l'ordre de la paranoïa aussi. Hein, donc, je dirais qu'il y a un mélange des deux là. Ah voilà, d'accord. Mais en fait, plus on rentre dans la pathologie, plus ce qu'on a dit jusqu'à là sur l'angoisse peut être remis en question. Comment ça? Ben, le fait que, par exemple, le fait de projeter sans arrêt à l'extérieur, c'est un mécanisme qui fonctionne. Mais arrivé à un moment, si la pathologie est encore plus forte, le mécanisme ne suffit plus. Il y a même des individus qui ne parviennent pas à projeter à l'extérieur. Et c'est hautement pathologique. Et à ce moment-là, le niveau d'angoisse est très élevé et c'est très invalidant. Et alors, qu'est-ce qu'ils font du coup, une fois que le niveau pathologique est atteint de façon assez forte, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a plus de projection, il y a quoi du coup? Il y a un mal-être terrible. Presque un immobilisme, enfin... Oui, mais au-delà de ça, même un mal-être, un ressenti très très fort. Est-ce que c'est là qu'il y a la crise d'angoisse? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors là, c'est de la somatisation, les crises d'angoisse ou les attaques de panique, c'est de la somatisation. Alors bon, clairement, à ce moment-là, ils sont au plus mal, mais en même temps, ça leur permet de libérer cette angoisse, de l'extérioriser. C'est une voie une voie d'allègement, finalement? Ça génère derrière... en fait, comme elle est somatisée, cette angoisse, par les crises de panique, par exemple, eh bien... ils vont se concentrer sur leur soma, sur leur corps, pour essayer de calmer cette crise qui les empêche de respirer, physiologiquement, qui leur fait ressentir tout cela. Et se concentrant sur leur corps, ils vont notamment, souvent, avoir des exercices de respiration, qui sont clairement des exercices qu'on peut trouver dans de la sophrologie pour apprendre à se relaxer. Et là, en se concentrant sur le corps, ils vont diminuer les effets physiologiques de l'angoisse, et l'angoisse va être aussi diminuée en fonction. Donc ça permet d'avoir une fin de l'angoisse, cette somatisation à travers les attaques de panique, qui sont terribles, je ne l'enlève pas, mais quand même, ils ont cette fonction d'apporter la fin à l'angoisse qui se manifeste par le corps. D'accord, merci. Ouais, avec effectivement, d'une certaine manière, la crise de panique, c'est un passage à l'acte. C'est une manière de mettre en action quelque chose. Le pire par rapport à l'angoisse, c'est justement l'inaction. Donc le niveau d'angoisse très élevé auquel on ne peut donner aucune réponse, c'est l'état le pire. Donc la crise d'angoisse, d'une certaine manière, ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais c'est une manière de répondre
et une forme de passage à l'acte, alors certes qui résout rien, mais au moins on fait quelque chose. Il va soulager. Excusez-moi. Non, vas-y. Ouais, bon, merci. Juste pour le coup, en parallèle, est-ce qu'il est nécessaire de l'inhiber par des traitements dans ce cas, cette crise d'angoisse, si justement elle est nécessaire? C'est pas tellement ça qu'il faut inhiber, c'est plutôt le niveau d'angoisse antérieur. Et de fait, les crises d'angoisse vont régresser. D'accord. Ok. Merci. Et chez les enfants, alors justement, pour les enfants et qui découvrent le monde avec leur niveau de maturité et donc qui vont pas forcément comprendre tout ce qui se passe autour d'eux, ça va les confronter à une angoisse, hein, de ne pas comprendre ce qu'ils expérimentent. Et en psychothérapie, on accorde beaucoup d'importance à apporter des réponses, des explications à l'enfant sur tous les sujets, même ceux qui pourraient paraître les plus angoissants, comme par exemple la mort. Alors on aurait peut-être tendance à vouloir un peu préserver l'enfant de ce sujet, de ne pas en parler, et on en reparlera quand tu seras un petit peu plus grand. Et en fait, ça ne vient pas du tout réduire l'angoisse de l'enfant, avoir cette position, on va dire, un peu d'évitement. Parce qu'au contraire, ce qui la réduit, c'est de lui apporter des explications. Alors, des explications qu'on ne pense pas rassurantes, parce que bon, expliquer la mort, comme quoi il existe des choses qui sont irréversibles, et notamment la perte de l'objet d'amour peut être irréversible. Donc, on aurait tendance à penser que cette explication n'est pas rassurante, et pourtant, elle est rassurante pour l'enfant parce qu'elle vient donner simplement une explication à quelque chose qu'il voit, qu'il ne comprend pas. Et alors avec des mots simples, avec des petits livres aussi, hein, qui existent et qui peuvent être un appui pour nous, voilà, l'explication, c'est ce qui vient rassurer l'angoisse. Sachant que quelle que soit l'explication, elle est toujours moins pire que l'imaginaire de l'enfant. Alors, bonjour, j'ai un petit truc à dire. Moi, je me suis fait la réflexion que quand un enfant pose une question, c'est qu'il est apte à recevoir la réponse. Et par rapport à autre chose, ce que vous avez dit tout à l'heure, je me posais la question sur quand il y a quelqu'un qui tombe dans les pommes, c'est un passage à l'acte ou justement un non-passage à l'acte? On peut le considérer comme une fuite, hein. Une fuite par rapport à un environnement qui est insupportable. C'est un passage à l'acte sous forme de fuite. D'accord, merci. Excusez-moi Audrey, je me permets d'intervenir sur ce que vous avez dit juste avant. Comme je l'avais déjà raconté, moi-même j'ai perdu mon 3e enfant, bébé. Il est décédé et donc il avait deux enfants aînés. Et ma fille de 4 ans, à l'époque, c'était très compliqué de lui expliquer que son petit frère ne viendra pas et ne sortira pas de la maternité. Et pour ça, pour expliquer ce genre de choses à un enfant de 4 ans, c'était difficile pour elle de comprendre que son... Attendez, je vais essayer de reprendre mes mots. Que son petit frère donc ne rentrera pas et donc l'explication de la mort, voilà, pour un enfant de 4 ans n'est pas entendue et n'est pas compris de la même façon. On ne le verra plus, il ne reviendra pas, c'est pas perçu du tout de la même façon. Donc il a fallu le matérialiser. Je sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas comment vous l'avez matérialisé, mais c'est ça, vous avez raison, il faut le matérialiser. Alors, ce qui peut tout à fait fonctionner, en tout cas permettre à l'enfant de comprendre, alors ça peut paraître très, très douloureux, mais de toute façon, la perte de son frère ou de sa sœur, c'est quelque chose de forcément douloureux et ça va la faire passer par des phases de deuil qui sont inévitables, hein. Ça, on peut pas protéger l'enfant de cela. Mais encore faut-il l'accompagner dans cette phase-là, sachant qu'en plus, j'imagine que le reste de la famille, et je pense à la maman, a dû être extrêmement bouleversée de tout ça. Donc c'est aussi à cette petite fille de comprendre pourquoi sa maman est comme ça. Enfin, donc voilà, il y a tout
tout un tas de choses que l'enfant a besoin de comprendre. Et pour l'aider à le comprendre, à 4 ans, effectivement, vous avez raison, il faut le matérialiser. Comme par exemple, je ne sais pas si le bébé a été enterré ou physiquement où est-ce qu'il se trouve en tout cas, mais peut-être l'amener sur le lieu de là où il se trouve et lui expliquer qu'il est là. Exactement. Et donc le matérialiser, déjà parce que l'hôpital Necker m'avait permis de faire des empreintes de main, donc ça lui a permis aussi de visualiser. Et ensuite parce que elle n'a jamais pu le voir, on n'a pas pu lui permettre de le voir, elle n'avait pas accès au service à ce moment-là. Mais aussi en la faisant participer. Donc c'est ce que je voulais dire, en faisant participer l'enfant, tel que faire un dessin, lui expliquer que la contribuer à ce qu'elle puisse faire un dessin, qu'elle puisse déposer quelque chose, c'est aussi ça, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte à cette époque-là qu'elle ne pouvait pas s'imaginer ce que c'était la mort à proprement dit comme nous l'adulte. Voilà. Et donc l'idéal pour, en tout cas, la solution que j'ai trouvée à l'époque, c'était de le matérialiser de cette façon-là, en le faisant participer par un dessin qu'on allait déposer, ainsi de suite. Voilà, c'est très compliqué la mort, et c'est vrai que les questions qu'il pose, il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce qu'ils ne peuvent pas l'entendre de la même façon. Et je pense aussi qu'à cette époque-là, un enfant est beaucoup plus inquiet de l'état de ses parents, enfin en tout cas de sa maman. J'ai l'impression que l'angoisse fait gagner la technologie. C'est pire que de rejoindre la station spatiale. Non, mais concrètement, c'était la moitié de notre intervention. On a considéré que ça tombait très bien pour une petite pause. J'espère que vous en avez profité. Audrey, vous avez encore des miettes de croissant là? Oui, tout à fait, tout à fait. Bonjour. Oui, est-ce que vous pouvez à nouveau couper votre micro, sauf quand vous intervenez, bien sûr. Les croissants. Non, Stéphane, je ne vais pas manger. Bon, voilà, nous voilà repartis. Ouais. Alors, effectivement, apparemment, la dernière fois, c'était quand on arrivait à 100 personnes. Là, il semblerait qu'on ait le même phénomène, mais à 300. Donc, bon. Ah, super. Alors, en attendant, profitons-en, on continue. Hervé, je peux poser juste une question, s'il vous plaît, concernant, je pense que Catherine n'a pas terminé son témoignage, mais juste avant, vous aviez dit que à partir du tomber dans les pommes, c'est pas un passage à l'action. Pourtant, c'est inconscient. Lorsqu'il y a le sommeil, l'endormissement, c'est une pulsion de mort. Et moi, j'aurais mis dans la même catégorie l'évanouissement. Non, parce que l'état psychologique de la personne est complètement différent. Quand elle s'endort, elle est, on va dire, sans tension, apaisée. Sinon, elle n'arrive pas à s'endormir. Et par contre, le fait de perdre connaissance, c'est justement lié à un état de stress très important, quoi. Donc, c'est pas du tout le même état psychologique. Mais c'est inconscient quand même, non? En tout cas, involontaire, ça, bien sûr. Bien sûr. Mais donc, c'est une question de vie. La personne qui s'endort, finalement, l'endormissement est lié à l'absence de conflit psychique. S'il y a une source quelconque de stress, la personne ne s'endort pas. Alors que le fait de perdre connaissance, il y a un état psychique qui est pas du tout apaisé, quoi. Donc c'est pas pourtant, on se souvient, il peut arriver qu'il n'y ait aucun souvenir au moment où on revient et peut revenir peut-être dans un moment apaisé. Ça m'est arrivé, enfin, une fois au moins de tomber dans les pommes. D'ailleurs, je l'ai pas vu venir. Et au moment du retour, en fait, je me suis demandé ce qui se passait. En fait, c'est comme si je me réveillais. Oui, d'une certaine manière, j'ai envie de dire que ça prouve l'efficacité du phénomène. C'est-à-dire que vous êtes dans un état de stress très important, il se passe ce phénomène-là,
vous reprenez connaissance, apparemment tout va bien. C'est comme un mécanisme de défense, peut-être. Ah, je pense qu'on peut l'assimiler à ça. Est-ce que ça pourrait être aussi, voilà, comme un état de rupture qui fait qu'à un moment donné, ben, tout s'arrête? Je pense que l'état émotionnel, le stress, etc., est à un tel niveau que de façon somatique, il y a un mécanisme de défense qui permet de quitter cet environnement-là, quoi. Je pense que le serveur va illustrer clairement ce que Hervé est en train d'expliquer. Un nombre très important de connexions a mis le serveur en stress, du coup, il s'est éteint. Et c'est ce qui a permis finalement de gérer la problématique, hein, clairement. Trop de stress, trop de connexion, et hop, il s'est éteint. C'est exactement la même chose qui se passe pour les personnes qui tombent dans les pommes. Et donc, c'est la naissance d'une nouvelle discipline, la psychologie du digital. Exactement. Excusez-moi, j'avais une question par rapport à l'intervention précédente, par rapport à la matérialisation pour baisser le taux d'angoisse. Et je voulais vous demander si la ritualisation, les rites dans la civilisation étaient liés à la baisse de l'angoisse. Et qu'aujourd'hui, finalement, qu'il y ait beaucoup moins de rites, de la naissance à la mort, ça engendrait plus d'angoisse dans la civilisation que l'on vit. Alors, les rituels, d'une manière générale, viennent rassurer. Hein, c'est vraiment quelque chose d'assez transversal, hein, à tous les rites. Ils sont là pour rassurer, alors que ça soit des rituels, j'ai envie de dire qu'on a un peu tous, hein, dans notre quotidien, ou que ça soit des rituels qui sont partagés par une certaine culture. Ils sont là pour rassurer pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'ils créent de la routine. Et ce qui est routinier, c'est quelque chose que l'on connaît, et donc comme on le connaît, on y est familier, et donc c'est quelque chose qui est rassurant pour nous. La deuxième raison aussi qui crée un peu de ce sentiment de réassurance, c'est que par les rituels, nous sommes dans l'action. On est dans l'activité, et c'est une manière d'avoir le pouvoir finalement sur quelque chose qui nous arrive, ou bien sur quelque chose qui nous concerne. Et ça nous apporte ce pouvoir-là sur les choses selon les cultures, hein, les rituels ont un objectif alors soit, je sais pas, soit satisfaire les dieux pour qu'ils soient contents, enfin, etc. Et donc, ça nous donne cette sensation d'avoir le pouvoir sur quelque chose, pourtant, qui ne dépend pas de nous. Et donc, pour ces deux raisons principales, les rites ou les rituels nous rassurent, d'une manière générale. C'était surtout par rapport à la mort, le passage à l'adolescence, enfin vraiment des choses qui sont plutôt facteurs d'angoisse, enfin qui doivent réveiller l'angoisse interne. Donc du coup, est-ce que ça c'est pas aussi alors, votre question, elle soulève le sujet du deuil. Le deuil passe par certaines étapes. Et c'est tout à fait naturel de passer par ces étapes-là. Elles sont difficiles, hein, jusqu'à la dernière de l'acceptation, mais bon, et encore, on n'y arrive pas forcément. Donc un deuil, c'est émotionnellement très difficile. Et ces rituels viennent nous permettre d'avancer dans le deuil. Hein, le fait quand on perd quelqu'un, et le fait de créer le rituel de l'enterrement, ça permet d'avancer dans notre phénomène de deuil. Hein, il y a donc les émotions et ce que l'on ressent avant, le moment de l'enterrement qui est le rituel, et après, généralement, on avance. Ça n'empêche pas que des fois, on va faire aussi des retours en arrière. Hein. Ça c'est le phénomène vraiment du deuil.
C'est pas forcément quelque chose de linéaire, mais en tout cas, ça permet d'avancer. Donc les rituels permettent d'avancer dans le processus de deuil. Donc là, on parle de la mort, mais vous avez soulevé la question des adolescents, c'est pareil. Alors, il n'y a pas de mort à ce moment-là, mais il y a quand même un changement de situation, un changement d'état. Il y a un état passé qui n'existera plus et qui va donner place à un nouvel état qui sera celui de l'adulte. Et donc voilà, les rituels, pour aider le passage de l'adolescence, sont importants, puisqu'ils permettent justement d'avancer et de faire un deuil de l'état passé, c'est-à-dire de l'enfance, pour se tourner vers l'état adulte, qui sera le futur de l'adolescent. Donc là aussi, les rituels à l'adolescence, parce que tout est lié à un phénomène de deuil qui a besoin d'avancer. Donc, est-ce que ça veut dire que, hormis le caractère définitif de la mort, bien entendu, mais les séparations, les différentes séparations au cours d'une vie peuvent du coup engendrer de l'angoisse et que du coup, à chaque étape, on peut imaginer aussi ces rituels-là? Ça fait référence aux mêmes choses finalement, les différentes. Mais complètement, ces rituels-là aident à avancer dans le deuil. Complètement. On a tous eu connaissance de ces amoureux, amoureuses quittés, qui vivent un énorme chagrin d'amour et qui ont besoin à ce moment-là de récolter tous les souvenirs de l'être aimé qui a osé nous abandonner et qui vont les brûler, qui vont les casser, qui vont les jeter à la poubelle. Voilà, cet acte-là clairement crée une sorte de défouloir aussi, clairement sur quelque chose qui représente l'être qui a abandonné, qui fait souffrir. Et en même temps, c'est un rituel qui soulage, qui fait du bien. Après cela, ces personnes se sentent mieux. Donc pareil, là c'est dans le cas d'une séparation amoureuse, le rituel va aider le phénomène de deuil. Est-ce que du coup les origines sont les mêmes que par rapport à une angoisse de mort? Oui, parce que tout renvoie au deuil. Tout renvoie au deuil. Voilà, tous ces changements d'état font partie d'un processus de deuil et le rituel aide le processus de deuil. Le deuil qui est certainement, et donc avec l'angoisse de mort à son origine, qui est certainement la chose la plus difficile à surmonter psychiquement, clairement. Donc oui. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bonjour à tous les deux. Du coup, j'avais une question. Est-ce que pour passer dans l'acceptation finalement de l'angoisse, que ce soit du deuil, etc., est-ce qu'on est obligé de passer par la matérialisation de celui-ci? J'ai pas tout à fait compris. C'est-à-dire que pour rentrer dans une phase d'acceptation, que ce soit dans un deuil, dans une perte de quelqu'un ou perte de relation, etc., est-ce qu'on est obligé de passer par la matérialisation, que ça soit dans les rites religieux ou brûler les photos, comme disait Audrey? Je pense que l'essentiel, c'est de trouver le moyen de rester actif. Parce que la passivité, en elle-même, elle est source d'angoisse. Donc si, d'une manière ou d'une autre, on trouve le moyen de repasser à l'action, après avoir subi la perte, on éloigne l'angoisse. Et le rituel avait cet avantage, je dis avait parce que il y en a quand même un certain nombre qui a été supprimé, le rituel avait cet avantage de ne pas nous laisser le choix. On était obligé de passer à l'action. Parce que lorsque le choix est là, la question primordiale revient, est-ce que je vais être capable de le faire? À partir du moment où je suis obligé, on évite cette question-là. Et d'ailleurs, ça rejoint le thème par lequel on a commencé tout à l'heure, c'est-à-dire le cadre. C'est-à-dire que le rituel, c'est contraignant, donc ça fait partie du cadre. Mais
ça, c'est son inconvénient, mais son avantage, c'est que en nous obligeant à repasser à l'acte, on éloigne l'angoisse. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, j'ai une petite question. Il y a pas mal sur le chat là en ce moment sur la différence entre le stress et l'angoisse. Je comprends bien que le stress, on connaît la cause et pas forcément l'angoisse, mais on parle d'angoisse de séparation, on parle d'angoisse de mort. Donc ça veut dire qu'on ne connaît pas la cause de cette angoisse de séparation. Alors, oui, c'est pas parce qu'on met un nom sur un type d'angoisse que la personne qui est concernée en connaît l'origine. Oui, d'accord. Ok. Ouais, c'est ce que je pensais. Très bien. Prenons le cas de l'angoisse d'abandon. La personne qui subit cette angoisse-là, à un instant précis, elle attribue son mal-être à la séparation ou la perte d'un objet quelconque. En réalité, les causes sont beaucoup plus complexes que ça, sont bien antérieures à l'événement actuel, sauf qu'elle ne fait pas le lien. Donc c'est une partie totalement inconsciente, et c'est d'ailleurs le propre de la thématique angoisse. C'est justement qu'une partie de tout ça n'est pas consciente. C'est d'ailleurs une partie aussi de la démarche, c'est-à-dire, à partir du moment où on projette à l'extérieur, il y a cette illusion de conscientiser l'ensemble de la chose. Et c'est ce qu'une thérapie va mettre en lumière, c'est justement une analyse en tout cas, d'aller chercher l'origine de cette angoisse. Exactement. Très bien. Okay. Tout à l'heure, effectivement, on a abordé la question du surmoi qu'on tentait d'alléger, mais on pourrait dire qu'en parallèle à ça, on tente aussi de conscientiser la chronologie des faits, aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan émotionnel. Et c'est ça qui va aider à dédramatiser et surtout à rendre l'événement actuel beaucoup moins impactant. Parce qu'en réalité, c'est pas lui le problème, c'est pas lui la source du problème, c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps et bien antérieur. D'accord, très bien. Merci. J'aurais une question, s'il vous plaît. Est-ce que toutes les angoisses, toute phobie sociale, enfin toutes les angoisses, auraient pas pour origine une angoisse de mort? Bonne question. En fait, la première angoisse, vous aviez dit dans les cours que elle fait référence à non. Le prototype de l'angoisse, c'est la naissance, l'épreuve de la naissance. Et là, on a la respiration, vous savez, qui est réversée. Voilà, etc. Donc on a quand même un peu peur de mourir quand même à ce moment-là, ce qui crée une angoisse. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est quelque chose qui est inné. L'enfant naît avec ça, et une première fois, ça se produit au moment de la naissance, et donc les phénomènes physiologiques qui se produisent à ce moment-là sont associés définitivement au ressenti d'angoisse. Voilà, oui. C'est pour ça qu'on parle de prototype des angoisses suivantes. Oui, c'est ce que j'avais bien compris. Et du coup, je me demandais si toutes les angoisses ultérieures ne pouvaient pas trouver comme point de départ une angoisse de mort. Parce que finalement, la phobie sociale, c'est la peur des autres, des espaces. En fait, finalement, c'est peur de quoi? Bon, on continue, hein. J'espère que ça va pas être comme ça toute la journée, parce que... Enfin, on va voir ça. Allez, une autre question? Oui, du coup, Monsieur Madé, vous pourriez répondre à la question avant que j'ai été coupé. Oui. Alors, pour ma part... Vous vous rappelez? Oui. Je dirais oui, c'est-à-dire que la matrice de toutes les angoisses suivantes, y compris lorsqu'elles sont pathologiques, c'est l'angoisse de mort. Mais on peut aussi poser la question à Audrey. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Bon,
Moi, j'aurais répondu oui aussi. Oui, oui, complètement. Hein. C'est l'angoisse de Ok. mort la plus fondamentale des angoisses. Hein. Et donc qui est en toile de fond de toutes les autres. Même si on est en phobie sociale, en phobie, en somatise, en hypocondrie, machin, c'est l'angoisse de mort qui est en toile de fond. Parce qu'en fait, on n'est jamais inquiet pour les autres. Hein. On est Oui, toujours voilà, c'est inquiet, entre guillemets, pour soi-même. Hein. Exactement. Donc, la phobie sociale, c'est pas une angoisse de faire du mal aux autres. Hein. Oui, c'est par rapport à soi, ouais. Ok, merci beaucoup. Parce que concrètement, symboliquement, l'angoisse de mort, qu'est-ce que c'est? C'est l'angoisse de ne plus exister. Hein, et puis le passage, la mort, c'est aussi le passage hein, d'un état vivant à un état qui n'existe plus. Donc ce passage aussi, qu'est-ce qu'il va nous faire traverser? Peut-être de la souffrance, hein, et souffrance qu'on ne pourra pas contrôler ou arrêter. Donc concrètement, l'angoisse de mort, c'est tout ça. Le sentiment de ne plus exister, eh bien, il est aussi fondamental dans ce qu'on retrouve l'angoisse de perte d'objet, hein, donc le sentiment de ne plus exister aux yeux de l'être aimé, hein, dans l'angoisse de castration aussi, hein, le sentiment de ne plus exister dans le pouvoir que j'ai sur les choses qui m'arrivent, et ainsi de suite. Donc dans toutes les autres angoisses, cette angoisse de ne plus exister, on la retrouve. Donc l'angoisse de mort, oui, pour moi, elle est fondamentale à toutes les autres angoisses. D'accord. Et Merci. puis chez l'enfant, donc effectivement, ça commence par les circonstances associées à la naissance, mais ça se poursuit tout de suite après par une angoisse qui est du même ordre et qui est liée au type de lien avec la mère, qui est aussi à ce moment-là complètement vital pour l'enfant. Peut-être que les angoisses suivantes sont aussi fondamentalement sur le même format que celle-là. C'est-à-dire que ce qui est en jeu là, pour l'enfant, c'est sa survie. Et oui, et si la mère n'est pas suffisamment voilà, à la naissance, mais aussi pendant les mois suivants. Quoi. Ouais. Et donc il craint pour sa propre vie si sa mère ne... Ouais. Et probablement que vraiment le prototype par excellence de ce type d'angoisse ensuite, c'est l'angoisse d'abandon. Oui, qui lui fait repenser... Ah oui, d'accord. Ok, merci beaucoup. Qui s'est activé en fait lors des peurs de l'enfant de perdre sa maman en fait, tout simplement. Quand il était petit, vous voulez dire? Voilà. Pendant tout le temps où il n'a pas encore compris que c'est pas parce qu'elle s'absente quelques minutes qu'elle ne va pas revenir ensuite. Passé un certain temps, il a compris ça. Donc, il accepte l'absence momentanée. Mais il y a une période préalable où il n'a pas encore pris conscience de ça. Il y a un doute, est-ce qu'elle va revenir ou pas? Et si elle revient pas, je meurs parce que je peux pas me passer d'elle, en fait. C'est ça. Enfin, pour schématiser grossièrement, quoi. Est-ce que c'est précurseur des troubles de l'attachement par la suite? Ah ben complètement, complètement. Donc la manière dont l'enfant gère cette période est déterminant pour ce genre de trouble. Sachant que tout n'est pas de la faute de la maman. Je le redis. Hein. Merci de le préciser. C'est aussi la perception de l'enfant. Surtout la perception Voilà. de l'enfant. Et d'ailleurs, on ne travaille que sur ça en thérapie ensuite. Bonjour Audrey. Bonjour Hervé. J'ai une petite question à ce sujet. J'aime bien ces histoires de perception. Est-ce que justement pour soulager l'angoisse, ça ne revient pas toujours à l'idée que le patient doit prendre sa part pour faire baisser la culpabilité et pour entrer en plutôt responsabilité? Donc, baisse de la culpabilité, baisse de l'angoisse, et vraiment, je prends ma part. Je prends ma part de perception. Voilà, je prends ma part dans le fait que j'ai été peut-être aussi le sujet ou l'objet de cette angoisse et je me suis mis dans un système. Est-ce que cette compréhension, enfin, comment on peut amener le patient à cette compréhension? Alors, c'est pas simple ça, parce que le patient démarre sa thérapie avec un objectif qui est semblable à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire trouver le coupable.
Et probablement que ce n'est qu'en fin de thérapie qu'il accepte l'idée que il y est aussi pour quelque chose, qu'il a sa part de responsabilité, effectivement. Et que c'est sa perception d'enfant qui finalement, pour l'essentiel, a été problématique. Mais au début, enfin, moi, ça me semble un peu compliqué au début de la thérapie de lui faire comprendre ça. On parle longtemps du coupable. Pardon? En gros, ce que vous dites, c'est qu'on parle longtemps des coupables pour arriver à cette conclusion, quoi. Oui. Donc des attributions externes, ce que disait Audrey, quoi. Oui. Ok. Merci. Après, il y a souvent aussi des problèmes de communication aussi qui viennent se rajouter à la carence affective. Des problèmes de communication où souvent les parents, par rapport à leur histoire, veulent réparer une souffrance qui est la leur et donc veulent absolument ne pas faire vivre à l'enfant ce qu'eux ont vécu et souvent ils prennent même le contre-pied, peut-être des fois dans l'excès, avec quand même à la base un objectif vraiment de bienveillance. Cette volonté-là d'agir dans l'intérêt de son enfant parce qu'il a eu cette expérience-là et que en fonction de cette expérience, il en a tiré telle leçon et qu'il va utiliser pour lui dans l'intérêt de son enfant. Mais donc ça, c'est la perception du parent par rapport à son histoire et l'enfant, lui, va percevoir quelque chose de différent. Il va interpréter les agissements de son parent d'une manière qui n'est pas l'interprétation de son parent. Et ça, aussi, pour faire avancer le patient, donc après une fois adulte, retrouver une communication, peut-être exprimer aux personnes concernées ce qu'il a ressenti pour que chacun, et alors là, il ne faut pas que ça soit un jugement, il faut que ça soit vraiment une vraie communication facilitée, de sorte à peut-être pouvoir avancer dans sa cognition, dans la manière dont il perçoit les choses, et ça peut se faire grâce à une communication de qualité avec les personnes concernées, c'est-à-dire ses parents. Finalement, la thérapie consiste à aider le patient à changer sa perception par rapport à son passé. Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous pourriez évoquer dépression et angoisse, et si le duo est toujours associé ou pas, et puis votre position sur, et comment l'expliquer, je pensais à l'hypernarcissisme actuel, donc quelque chose d'autocentré. Est-ce qu'on est plus sujet, est-ce qu'aujourd'hui les ados, futurs adultes sont plus sujets de fait de l'hypernarcissisation à l'angoisse? Alors ce serait le stress. Est-ce qu'il n'y a pas une vulnérabilité supplémentaire? Moi, je pense que oui, dans la mesure où je reprends les deux points de départ, c'est-à-dire le cadre beaucoup moins important et l'environnement beaucoup plus confortable. Ces deux facteurs-là sont de nature à augmenter l'angoisse. Est-ce que ça répond? Donc, si on avait du cadre, on serait moins sujet à une narcissisation poussée à l'extrême? Non, ça va pas ensemble. Non, ça va pas ensemble. Non, là, sur la question de l'angoisse, voilà, la réponse c'est ça. C'est, encore une fois, le niveau d'angoisse inversement proportionnel à la contrainte du cadre. Tu vas plus facilement. Voilà, et à la nocivité, en quelque sorte, de l'environnement. Stratégie, Odile, stratégie. De l'environnement. Odile, on vous entend. Odile, on vous entend téléphoner. Donc, du coup, le fait qu'il y ait de l'hypernarcissisation ne touche. Alors, l'hypernarcissisation, moi, je la rapprocherais plutôt de la fixation orale.
La problématique narcissique, elle est essentiellement liée au stade oral. Oui, bien sûr. Donc, d'une manière ou d'une autre, une fixation orale va avoir pour conséquence une problématique narcissique. Oui. Mais pas forcément plus d'angoisse. Non. D'accord. Et angoisse et dépression, est-ce que c'est un va-et-vient? Est-ce qu'il y a un corollaire obligatoire où on peut être angoissé sans être dépressif finalement et inversement? Alors probablement que le lien entre les deux, c'est que dans la dépression, là, le sujet ne parvient pas suffisamment à projeter son angoisse sur l'extérieur. Puisque la caractéristique de la dépression, c'est justement l'autodévalorisation. Donc, on a le phénomène inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le sujet qui projette et qui trouve un coupable extérieur évite finalement la culpabilité. En ne pouvant pas projeter sur un objet extérieur, forcément, on augmente la culpabilité. Ce qui est vraiment la caractéristique de la dépression. Et là où est le cercle vicieux, c'est que plus la culpabilité augmente, moins le sujet est capable de projeter. Monsieur Madé? Merci. Du coup, je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Fanny par rapport à remettre le patient au centre de la problématique. Le souci, c'est que si nous, en thérapie, on leur explique que leur stress n'est pas du stress, mais que c'est une angoisse camouflée par du stress, est-ce qu'on n'a pas, il y a un risque en fait que le patient, du coup, se retrouve totalement coupable, il va culpabiliser d'un seul coup. Il va se dire, mais en fait, ça vient de moi, ça vient pas d'un facteur extérieur. Du coup, nous, en tant que thérapeute, il faut qu'on soit aussi super vigilant sur ça, parce qu'on peut avoir une montée d'angoisse, justement, à l'idée d'être angoissé. En fait, il va angoisser sur son angoisse, non? Oui, mais c'est aussi le chemin thérapeutique, j'ai envie de dire. Alors, et c'est là, peut-être que le premier temps est douloureux, c'est-à-dire, oui, vous, entre guillemets, vous avez votre part de responsabilité dans cet état-là. Mais c'est pas à nous de lui expliquer, c'est à lui de le découvrir. Ben, si possible, oui, c'est mieux, c'est mieux. Ça sera toujours plus efficace si ça arrive à l'issue d'une démarche, etc. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce qu'il projette en fait cette culpabilité sur la thérapie elle-même, en se disant non, la thérapie ça me fait plus de mal que de bien, j'arrête. Ah ben oui, c'est bien possible. Hein. Mais on a tous entendu des personnes qui ont dit ça. Hein. Ouais, moi, je l'ai arrêté parce que je ressortais, j'arrêtais pas de pleurer. Oui. Mais alors c'est une erreur de la part du thérapeute qui a oublié d'expliquer c'est quoi une thérapie analytique ou une psychanalyse au patient. Hein. C'est vrai qu'effectivement, avant de se sentir mieux, le patient va passer par des états de conscientisation qui vont lui faire du mal. Du coup, c'est bien de lui dire, de le prévenir, de lui dire attention, ça va secouer. Tout à fait. Je pense que c'est indispensable pour éviter justement ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire, je pense que ça doit faire partie du cadre qui est proposé au départ de la thérapie. Quoi. Lui faire comprendre que bah oui, ça va sans doute passer par des moments douloureux, mais qui sont nécessaires pour ensuite parvenir à autre chose. Sinon, il y a peut-être un mécanisme de déni aussi de la part du patient. Tout à fait, bien sûr. Qui est un mécanisme défensif. Hein. Il y a une forme d'agression à ce moment-là dans la thérapie, donc il se défend. Et peut-être que tout simplement, c'est pas encore le moment pour lui, c'est pas encore acceptable. Donc, bah, c'est comme ça. Ça le sera sans doute un jour, plus tard, mais pour l'instant, c'est compliqué. Donc, tout ce qu'on appelle les résistances en thérapie consiste justement à éviter ces moments douloureux parce que pour l'instant, ils sont pas acceptables. À la fois pour la quantité de douleur, de souffrance, et à la fois parce que peut-être que ce qui est en train d'émerger et de remonter à la surface est compliqué à accepter aussi.
D'ailleurs, ce qui remonte à la surface, ce sont les éléments qui ont été refoulés dans l'inconscient. Ils ont été refoulés parce que le conscient ne les supportait pas, l'existence de ces éléments, il ne les supportait pas. Donc, le refoulement en tant que mécanisme de défense les a basculés à un niveau inconscient, donc c'est-à-dire que le psychisme n'en a pas conscience, mais ils existent quand même dans le psychisme. Et avec la thérapie analytique ou la psychanalyse, par la méthode de l'association libre, l'association d'idées, au fil des séances, on va de plus en plus en profondeur dans le psychisme jusqu'à au niveau des éléments qui ont été refoulés et qui se trouvent dans l'inconscient, qui sont alors conscientisés. C'est l'objectif un des objectifs de la psychanalyse ou de la thérapie analytique. Et en étant conscientisés, eh bien là, ils se retrouvent donc au niveau conscient, alors qu'ils sont très lourds émotionnellement à accepter, que le psychisme les avait refoulés. Et là, comment la personne va gérer cette conscientisation, avec toute la douleur qu'elle emporte avec elle? Comment elle va le gérer? Donc, à ce moment-là, forcément, le patient va se sentir mal, concrètement, émotionnellement, et il peut aussi se défendre en projetant peut-être sur la thérapie ou sur le thérapeute son mal-être, et en disant c'est de sa faute. Donc c'est ce qu'on appelle une attribution externe. Hein, c'est tout à fait possible. C'est pas forcément ce qu'on observe chez tous les patients, mais en tout cas c'est un phénomène que l'on observe quand même. Par contre, je me posais la question, on parle de stress et d'angoisse, et l'anxiété, en définitive, ça vient de l'intérieur, ça ne vient pas d'un environnement extérieur. L'anxiété, le terme d'anxiété recouvre à peu près la même chose que le terme d'angoisse. Ah, d'accord. Mais voilà, Ça peut venir autant de l'environnement extérieur que de l'état intérieur. Eh ben non, a priori, c'est de l'intérieur. Ok. Sinon, c'est du stress. Du stress avec une cause identifiable et identifiée. Ce qui n'est pas le cas pour l'angoisse. D'accord. Par contre, j'avais une autre petite question concernant le deuil, je rebondis sur ça. Je crois qu'on n'est pas obligé de passer par je crois qu'il y en a 5 étapes du deuil. C'est ça, il y en a 5. Alors, les étapes mises en évidence par Elisabeth Kubler-Ross, donc c'est elle qui a commencé vraiment les travaux là-dessus. Pour elle, il y en a 5. Alors depuis, il y a d'autres auteurs qui disent non, pas tout à fait, il y en a 7, bon, etc. Mais si on part de la théorie de base, il y en a 5. C'est le déni, le marchandage, la colère, la dépression et ensuite l'acceptation. Parmi ces étapes-là, d'après les travaux de Kubler-Ross, on passe systématiquement au moins par 2 étapes parmi les 5. Donc pas forcément toutes, mais au moins 2. Et pour qu'un deuil ne soit pas pathologique, on doit évoluer dans les étapes. Si on reste fixé à une étape sans être capable de passer à une autre étape, c'est ce qu'on appelle le deuil pathologique. D'accord. Merci. On va devoir vous laisser, Audrey et moi. Donc on vous retrouve en fin de journée. On va laisser la place à Philippe Pincallet pour l'approche neuroscientifique concernant l'angoisse. Donc merci de votre indulgence pour les problèmes techniques. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci. 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 À tout à l'heure. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci à toutes.